Et en fait, c'est le principe qu'il y a apparemment des humains qui seraient moins coupables que d'autres, et des humains qui ont le droit de vivre dans l'abondance, et d'autres qui doivent vivre dans la précarité, voire arrêter de vivre, voire arrêter de respirer. Bonjour Laurence Bacchi, bienvenue sur Tribune Libre. Bonjour et merci de me recevoir, Stéphanie. Je suis ravie. J'ai une première question vraiment toute simple. Qui êtes-vous et quel est votre parcours ? Toute simple et très longue et très compliquée à répondre. Comme j'ai fait récemment, j'ai dû expliquer ma bio pour un livre. Donc au départ, ma formation, elle est en même temps publicité, communication, donc une formation protéiforme et art dramatique. Et de là après, moi je suis passée au cinéma. Du cinéma, d'abord comme comédien, puis très vite comme réalisateur, puis pour apprendre le métier, à interviewer des réalisateurs dans les festivals. Et puis après, faire mes émissions de radio. Et ensuite, comme tout réalisateur, d'envoyer plein de manuscrits au CNC et à un moment donné, se dire peut-être que ces manuscrits qui ne sont pas un produit fini, mais qui sont une intention de tourner, en faire des romans. Et de là, je suis passée au roman, et puis voilà. Et puis aussi sur un travail philosophique par rapport à l'identité. Et voilà. Et puis le Covid a amené aussi à ce qui est. Mais en réalité, j'avais ouvert un site qui est encore d'actualité en réaction à Je suis Charlie. J'avais été extrêmement choquée de ce liberticide qui s'est enchaîné au prétexte d'une lutte contre le terrorisme, qu'après, d'ailleurs, lors d'une conférence, j'ai associé avec le covidisme et l'écologisme, d'ailleurs, ce même rapport où nous sommes tous coupables. Donc, à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, nous étions tous des terroristes potentiels, puisqu'il fallait nous fouiller partout, puisqu'il y avait ces triangles oranges qui existent encore, d'ailleurs il y en a beaucoup qui ont décoloré. Voilà, donc le parcours il vient aussi de traiter des sujets qui m'indignaient et des sujets parler de ceux qui mettaient en place ce qui m'indignait. Et jusqu'à arriver depuis 2017 avec l'élection d'Emmanuel Macron au billet d'humeur. Les fameux billets d'humeur qui au départ étaient très très courts, donc c'était des aphorismes, mais avec Macron il y avait tellement à dire puisque très vite on est arrivé aussi aux gilets jaunes 2018, donc il fallait c'était une façon, c'est assez paradoxal, c'est-à-dire écrire pour se souvenir mais aussi oublier. Pour pouvoir supporter la suite, voir la suite, la comprendre, comprendre l'enchaînement des choses. Sinon, on reste à un moment bloqué sur des situations qui sont quand même, à mon sens, très traumatisantes. Mettre des mots sur les mots, comme on dit ? Oui, alors mettre des mots sur des mots, mais surtout les transmettre. Les transmettre et en faire quelque chose, c'est-à-dire ne pas simplement recevoir, et notamment avec le Covid, recevoir tout un tas de manipulations, mais de se dire qu'est-ce que je fais avec ça ? Comment avec ça je continue aussi à vivre, je continue à créer, je continue aussi à apporter et à échanger avec les autres. C'est le principe même de l'écriture. Pour vous, de toute façon, l'écrit, c'est une façon de vivre. Ah, c'est fondamental, ouais. Je crois que la pire des choses, ça serait de me retrouver quelque part sans un stylo et un papier pour écrire. Pour vous, ça laisse une trace aussi. Il y a une trace et il y a matérialisé quelque chose. D'ailleurs, c'est très important dans une période où on veut tout rendre virtuel. Le papier, le stylo, c'est quelque chose qui est palpable. C'est un objet qui permet... Notre psychisme a besoin d'être accouché régulièrement. C'est une forme d'écologie aussi. Mais c'est pas une écologie pour juste déverser ce qui va pas bien. Moi, ce qui est important, c'est en donner une forme pour transmettre quelque chose. Et transmettre un art de vivre, une jouissance de vivre, mais c'est ça pour moi un philosophe, c'est ça d'apporter ça. Malgré ce qui se passe, et se servir du terrain pour apporter... la vie. D'ailleurs, votre amour de la sagesse, donc cette philosophie, se traduit aussi par l'exercice de la maïeutique, c'est-à-dire l'idée d'accoucher de sujets
accoucher les esprits, ça passe par l'écrit notamment. D'une certaine façon, pour moi, un philosophe, ou faire œuvre de philosophie, c'est permettre à tout à chacun d'être lui-même philosophe. C'est cette transmission-là qui se passe par l'identification. Et sur les billets d'humeur, par exemple au niveau de la politique, moi je ne suis pas politologue. Mais l'idée, c'est de montrer, de par mes écrits, comment ma perception, par identification d'être un grand public, va donner aux autres cette même capacité à enquêter et faire quelque chose de ce qu'il vit. Comment on trouve votre site pour le consulter? Il est riche. Alors, c'est laurence-vaquie.wordpress.com. Enfin, de toute façon, on tape Laurence Vaquie, et donc W-A-K-I, un W qui se prononce V. Voilà. Et là, il y a tout un tas de... Il y a une rétrospective de ce que j'avais fait du site d'avant. Il y a aussi une partie sur mes romans. Donc les enquêtes d'Ella Matisse, et dont le premier était sur le greenwashing de la grande distribution d'ailleurs, et qui parlait déjà de cet écologisme et de cette prise de conscience en fait d'une culpabilisation. De toute façon, quand il y a culpabilisation, il y a manipulation. C'est quasiment automatique, quoi. C'est un couple inséparable. Ouais. Greenwashing, vous pourriez dire comment le définir, parce que tout le monde ne connaît pas. Alors, greenwashing, donc ça veut dire mettre vert un produit ou une action, donc qui est devenu un peu des dérives vertes, la folie verte, les Khmers verts aussi, c'est-à-dire de rendre vert ou de justifier pour sauver la planète tout un tas d'actions, et spécifiquement, c'est marrant parce que c'est toujours des actions qui supposent de payer. On doit avoir un espèce de sacrifice, presque une taxe pour avoir bonne conscience. Évidemment que ça n'a rien à voir avec le fait du respect de notre environnement, qui est aussi le respect des autres humains, qui passe aussi par le respect de soi. Évidemment que quand on demande aux gens de ne pas se respecter, de ne pas s'aimer, forcément qu'on n'est plus du tout dans du respect de la vie. D'ailleurs, c'est ce que j'explique, la différence entre écologie et écologisme, en tout cas au niveau du vocabulaire que j'emploie. Si l'écologie, c'est le respect de l'habitat qui correspond à tout ce qui est vivant, donc humain compris, l'écologisme, au contraire, exclut l'humain comme étant celui qui attaque l'environnement. Donc c'est le respect du vivant, l'écologie, c'est l'amour du vivant. Oui, puis c'est la connaissance aussi du vivant, le rapport au vivant, c'est vivre parmi le vivant, alors que l'écologisme, ce qui est pour moi un prétexte vert, qu'il soit greenwashing pour vendre des produits ou pour vendre des lois, puisque c'est ça, ou les faire accepter de force, considère que c'est l'humain qui attaque l'environnement, ou qui attaque l'humain, donc qui attaque le vivant. Donc ça veut dire qu'il ne fait pas partie du vivant. Il est un ennemi de la Terre, il est un ennemi de Gaïa. Gaïa qui est devenu un dieu, quoi. Donc on le fait culpabiliser. Non seulement on le fait culpabiliser, mais surtout on lui demande de se sacrifier, de sacrifier sa vie. On lui demande d'accepter effectivement de ne plus vivre. Donc on veut éradiquer l'ennemi de Gaïa, l'être humain. Oui, alors c'est l'ennemi. L'ennemi, c'est l'être humain. Alors évidemment, pas tous les êtres humains, tu te doutes bien. Il y en a mais plus de droits que d'autres. Oui, et puis l'idée est une dépopulation. Une dépopulation, oui, on en entend beaucoup parler au Forum économique de Davos notamment. Oui, en fait, c'est le principe qu'il y a apparemment des humains qui seraient moins coupables que d'autres, et des humains qui ont le droit de vivre dans l'abondance, et d'autres qui doivent vivre dans la précarité, voire arrêter de vivre, voire arrêter de respirer. C'est utile, on ne sait à quoi d'ailleurs. Voilà. Donc effectivement, ça fait poser des questions. On a la loi là sur l'euthanasie qui est... Vous l'avez étudiée, elle est bien pratique, et elle est surtout radicale.
Alors, c'est assez bizarre. En ce qui me concerne, et c'est là où ça devient très très compliqué, d'ailleurs pourquoi en faire une loi à ce niveau-là, évidemment qu'on est pour l'idée de ne pas forcer une vie que quelqu'un ne voudrait plus, ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique. D'ailleurs, ça c'est déjà prévu en réalité, que effectivement, si soi-même on décide de partir pour X ou Y raison, on peut trouver ça, c'est une décision personnelle. Voilà, sauf que là, on voit bien qu'il y a toute une grosse machine qui rentre là, dont les motivations n'ont rien à voir avec un droit. Et là, on a l'impression qu'on nous invente un droit qui est en réalité, à qui donne-t-il ce droit de tuer en fait? C'est très compliqué. Tu sais, c'est un peu, toute proportion gardée, comme le droit à l'avortement. L'avortement, on peut dire, bah oui, dans certains cas, ou décider d'avoir... ou de décider d'un enfant désiré. Donc moi je suis pour l'enfant désiré, hein, donc c'est tout à fait différent quand il y a un avortement qui est possible, qui est propre, qui se fait dès le début, donc à l'époque d'une cellule, hein, que après. Mais après, qu'est-ce qu'on peut faire de cet avortement? On a vu cette histoire où à 9 mois, c'est pas un avortement à 9 mois. Bon. Donc on voit toutes les dérives que ça peut faire si c'est les gens qui détiennent et qui décident de les lois qui sont mal intentionnés. Et sur cette loi d'euthanasie, en fait, on joue sur le tableau, genre oui, on vous aide si vous le souhaitez, etc., alors que c'est pas du tout une aide. On voit bien que c'est une autorisation qui est donnée à ceux qui décideront de votre mort. Et d'ailleurs, tous les garde-fous ont été rejetés apparemment. Voilà. Pourquoi alors ? Vos billets d'humeur, ils remontent à 2017, ouais. Date de l'élection d'Emmanuel Macron. Ils sont faits d'aphorismes et ils veulent dire des choses... Au début, donc les aphorismes, c'est une phrase très courte pour faire poser des questions sur la politique d'Emmanuel Macron, avec aussi en mars 2015 une déclaration de monsieur Emmanuel Macron, qui était ministre de l'économie, qui déclare à Élise Lucet dans cette remarquable émission qui était Cache Investigation que la politique, c'est faire des discours. Donc, quand ce monsieur devient président de la République, je me demande ce qu'il va faire comme politique, si la politique, c'est faire des discours. Donc, au début, c'était une approche, justement, sur la politique. Encore une fois, n'étant pas politologue, moi, c'était plutôt une approche d'un grand public qui va réagir par rapport à ce que va proposer ce monsieur du « en même temps », ce monsieur de ni droite ni gauche. Ben, il est quoi? Alors, on ne savait pas. Bon, il est président des Français, normalement. Bon. Et très très rapidement, notamment avec les gilets jaunes et puis ces phrases à l'emporte-pièce, c'est devenu de plus en plus gros, et des billets d'humeur, évidemment avec le Covid, ça a pris une ampleur. J'ai continué aussi en plus des billets d'humeur à écrire là-dessus pour... En fait, c'est avoir prise sur la situation, et je l'espère, quand les gens le lisent, avoir eux-mêmes prise sur ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire ne plus se retrouver comme des girouettes, pris dans des folies, des injonctions contradictoires. C'est retrouver, d'être acteur finalement de sa vie, et aussi acteur politique, évidemment, encore mieux. Retrouver sa raison ? Retrouver sa raison, retrouver son émotion aussi. Pas celle où on est, où on frôle l'hystérie tellement ça devient fou. Parce que, encore une fois, c'est important trouver l'équilibre entre émotion et raison. Trop de raison peut mener aux pires dérives. Trop d'émotion, ça amène aux peurs, aux hystéries, etc. Donc les deux conjugués, émotion et raison, qui permettent d'appréhender le terrain surtout. Puisque qu'est-ce qui se passe aussi de plus en plus, c'est nous dégager du terrain, d'être dans une virtualité. D'ailleurs, on l'a vu, tu sais, ces deux termes présentiel et en virtuel, c'est assez terrifiant. Donc la prise sur le réel, c'est du concret.
Donc voilà, c'était ça, c'est de pouvoir se saisir de ce qui était en train de se passer quand en réalité on était au mieux infantilisé. Et on l'est encore, mais ça l'était avant le Covid, hein, ceci dit. Vous avez été très surprise par vos collègues intellectuels, par leur passivité, voire leur formatage. A priori, alors peut-être que trop intellectuel, trop dans la raison, trop dans le concept, mais c'est vrai que, donc moi je me présente en tant que philosophe, mais les philosophes, avec tout ce qui se passait, c'était là qu'ils avaient un rôle à agir, à jouer justement, pour justement permettre d'agir, du moins ne pas rester passif. Et que sont-ils devenus ces intellectuels à ce moment-là? Ils vous ont déçus? D'ailleurs, il n'y a pas que les intellectuels, hein, les politiques aussi. On a l'impression leur non-action a été assourdissante. Hein, on les a pas. Michel Onfray, par exemple, vous en avez pensé quoi? Moi, je ne le connais pas, Michel Onfray. J'ai eu des explications comme quoi il avait eu très peur. Dit-il. Voilà. Maintenant, c'est vrai que parfois, quand on ne sait pas, il s'agit, en étant philosophe, d'apprendre à se taire, peut-être. C'est le principe de prudence ou de précaution? C'est le principe d'attendre d'avoir plus d'informations pour apporter quelque chose. C'est cette responsabilité qu'on a quand on est entendu. Les gens vous font confiance, peut-être parfois trop, mais en tout cas, ils ont besoin de vous pour avoir un fil conducteur sur ce qui est en train de se passer. Et d'un seul coup, vous commencez à laisser entendre des choses abominables et des métaphores, donc sur le viol, sur des choses sur lesquelles vous n'avez pas les compétences, hein, sur le vaccin, tout ça. C'était, il y a eu un emballement qui s'est passé. Il manquait ce sang-froid, il manquait cette prise de conscience de l'impact catastrophique que quelques mots peuvent avoir sur les consciences. Un autre cheval de bataille chez vous, c'est ce qu'on peut appeler la philosophie de l'indifférenciation. Vous dites, ne confondez surtout pas l'identité et l'identification, notamment de sexe. Ça vous tient énormément à cœur? Alors ça me tient énormément à cœur, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est compliqué à aborder. Le livre a failli être publié d'ailleurs en septembre 2023, et je pense qu'il aurait été difficile dans le sens où je me serais mis à dos les conservateurs, les féministes et les wokistes. Pour moi, il est important de bien comprendre que l'identité est quelque chose qui se construit. Donc sur l'identité de sexe, c'est sortir du binaire. Mais le binaire, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas homme, qu'on n'est pas femme, c'est de comprendre que l'on est plus que sa biologie. Et que tout à chacun, donc soi-même et autrui, est plus que sa biologie. C'est-à-dire que cette catégorisation, qui est une forme de socialisation aussi, elle est réductrice. Donc comprendre que l'humain, même qualifié du même terme, donc là ça peut être homme-femme, mais ça peut être aussi l'âge, ça peut être la couleur de peau, ça peut être par rapport à une maladie ou à un handicap, elle n'est pas seulement ça, elle est plus que ça. Et alors là, on pourrait en discuter longtemps avec l'utilisation du mot genre, qui est un mot polysémique, et comme tous les mots polysémiques, il peut être... on peut y mettre ce qu'on veut en réalité, et il y a beaucoup de discussions, beaucoup d'opinions, mais peu de connaissances là-dessus en réalité. C'est un impensé. Donc, en tout cas, là où je pense que beaucoup de gens peuvent se retrouver, c'est que, quel que soit comment on va voir les gens, le fondamental, c'est de lutter contre les mutilations sexuelles. Et ces mutilations sexuelles qui sont faites au nom du changement de sexe, qu'on appelle changement de genre, mais c'est pas un changement de genre, c'est bien un changement d'organes génitaux, ça c'est épouvantable. C'est pas parce qu'on changera ces organes génitaux qui sont en réalité en plus des opérations absolument imparfaites, qui sont un cauchemar, que l'on va changer la personne. La personne est plus de toute façon que sa biologie.
Est-ce qu'on peut faire un changement de genre simplement en se travestissant? Oui, et puis alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, ça c'est très... J'espère de mon vivant avoir l'occasion de parler de ça. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un sujet très, comme on dit, touchy, très clivant, et pourtant évident. C'est-à-dire que l'on sait tous que l'on est au-delà de toute catégorisation, au-delà de notre biologie, ce qui ne veut pas dire que ça n'en fait pas partie, mais ça veut dire que notre connaissance de soi, tout est à construire. Vous avez écrit un essai qui s'intitule « Mon sexe a-t-il une identité ?» chez Max Milo. Ouais. Non, il n'a pas encore été publié, celui-ci. Ah, il va peut-être sortir. Ce qui a été publié, c'est... Alors ça, c'est Madame Mademoiselle, qui est une forme de pamphlet et qui a permis de sortir du distinguo Madame Mademoiselle dans les écrits administratifs. Mais en réalité, il n'y avait pas de loi sur le sujet. C'est ça, quand moi je me suis posé la question, pourquoi si je ne suis pas mariée, je dois être mademoiselle, et si je suis mariée, je suis madame, pourquoi ce distinguo-là? Et en réalité, il n'y a aucune loi. C'est ça que j'ai découvert. En fait, c'est une formule de politesse, figure-toi, la civilité. C'est entré dans les mœurs, le langage courant. Non, oui, c'est une coutume. C'est une coutume qui n'est pas anodine. En réalité, ces termes-là, notamment l'utilisation du distinguo à chaque fois. Donc l'utilisation du distinguo, en réalité, revêt tout un tas de significations très différentes, que ça soit sur le fait d'être séduisant ou pas séduisant, d'être respectable, pas respectable. Ce qui est quand même à noter, c'est que quand j'ai démarché les associations féministes, j'ai quand même une fin de non-recevoir. Mais est-ce que vous faites la distinction entre néo-féminisme et féminisme? Est-ce que Alice Coffin, qui veut débarrasser des hommes et les suffragettes, c'est la même chose pour vous? Si tu veux, quand moi déjà la notion même de catégoriser un individu en fonction de homme-femme est quand même très réducteur, le fait de vouloir défendre le droit des femmes en montrant un ennemi qui serait l'homme évidemment violeur et la femme victime n'a aucun sens là-dessus. Pour moi, nous sommes... Alors, c'est ce que j'ai marqué d'ailleurs. Pour moi, nous sommes tous... Il n'y a qu'un seul genre, le genre humain. C'est-à-dire que... ces oppositions, de toute façon c'est simple, ce que j'appelle le binarisme, c'est toujours le pour ou contre, mais ce pour, donc contre les hommes, pour les femmes, donc femmes victimes, mais ça tu le retrouves au niveau aussi géopolitique. Donc on va diviser, c'est ce qu'on appelle la schismogenèse, c'est diviser. Voilà, dans une dualité. Mais tu as la même chose pour l'Ukraine, contre l'Ukraine, pour la Russie, contre la Russie, voilà. Donc, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'à l'école, par exemple, on te fait thèse, antithèse, c'est-à-dire qu'on t'est formaté toujours à être dans un côté et dans l'autre, dans son opposé. La vie... Le mieux, c'est la synthèse. Oui, la synthèse, mais le problème, c'est que c'est une synthèse qui part de deux oppositions et finalement sort de cette nuance. Voilà, tiens, pour revenir sur la philosophie, l'importance de la nuance. Il n'y a pas de généralisation, tout est subtil, tout est multiple. Et complexe. Et beau. Et riche. Quelqu'un a beaucoup compté pour vous, c'est Catherine Vidal. Ah. Est-ce qu'on peut en toucher deux mots? Alors, Catherine Vidal, bon, c'est une neuroscientifique. À un moment donné, j'étais très fascinée par les neurosciences. Et il y avait cette idée que le cerveau d'une femme, donc apparemment toutes les femmes, qui sont des clones de femmes, était spécifique. Donc que le cerveau de femme, donc il y avait un cerveau de femme où toutes les femmes avaient apparemment le même cerveau, donc dans l'idée d'un clonage, et de l'autre côté les cerveaux d'hommes étaient formatés tous, voilà, masculins.
en réalité, elle montre que en voyant un cerveau, elle ne peut pas dire si c'est un cerveau féminin ou un cerveau masculin, de par notamment la plasticité neuronale aussi, où il y a cette même construction, mais on retrouve ce que j'ai dit au début de cette construction de soi qui évolue en permanence sur l'identité, mais ça vaut aussi pour le cerveau, mais ça vaut aussi pour soi-même. On est en perpétuelle évolution, et plus on agit, plus on est acteur, plus on évolue. Et ce qui était fascinant, c'est cette... ce qu'on apprend en réalité, mais ça c'est aussi sur la science, c'est que plus on en apprend, plus on découvre qu'on n'en sait rien, plus on apprend son ignorance. C'est pour ça que je dis seul le savant se sait ignorant, et de comprendre cette ignorance-là, mais en faire un moteur pour encore apprendre, pour encore enquêter, ben voilà, c'est ça la science, et encore une fois, c'est ça la science, c'est ça la philosophie, mais encore faut-il accepter son ignorance, avoir cette humilité de dire, mais je ne sais pas, et justement j'en apprends, et j'en apprends, et j'en apprends, et je transmets, puisque moi c'est aussi mon travail de transmettre, d'être passeur de ça. Donc elle a plutôt tendance à penser quand même, Catherine Vidal, que le cerveau n'est pas sexué. Alors, il n'est pas sexué dans sa fonction. Par exemple, tu sais, on a fait croire que, ça c'est encore un peu une idéologie, que les filles étaient mauvaises en maths et qu'elles étaient plutôt littéraires. Ça n'a strictement rien à voir. C'est culturel. C'est culturel. De la même façon que savoir s'orienter, etc. Si évidemment on va mettre plutôt les filles, on va plutôt les laisser à la maison, et les garçons on leur permettre plus de sortir, évidemment que ça va développer des compétences différentes, mais qui peuvent aussi après se réapprendre. Donc ça veut dire que évidemment que ça n'empêche pas qu'il y ait la fonction de procréation, mais je pense que même dans les fonctions de procréation, elles sont plus individuelles, c'est-à-dire que même sur une femme, dans sa façon de concevoir de sa maternité, elle sera spécifique à cette femme-là, et peut-être que son premier enfant sera particulier par rapport à son deuxième enfant. Enfin, tout est unique, spécifique, singulier, c'est le terme singularité, parce que le mot individualisme a été beaucoup dévoyé en réalité. Pourtant, être un individu, c'est forcément être lié, parce que tu peux pas être un individu seul. Pour être un, il faut reconnaître le un chez l'autre. Tout ça est du cas par cas, comme la médecine finalement. Ben oui, alors là oui, mais malheureusement c'est pas vers ça que l'on tend. Aimer le vivant, est-ce que c'est aussi, de toute évidence, être souverainiste? Ah, la souveraineté personnelle, justement. Oui. J'en parle beaucoup de la souveraineté personnelle, puisque on ne peut envisager une souveraineté par ailleurs, puisque au niveau politique, qui me semble d'ailleurs, à la limite, ça va vraiment de soi. Comment être politique ou être acteur politique sans être souverainiste par rapport à son pays? Il y a quelque chose qui ne peut pas aller. Bon. Et par rapport à la souveraineté personnelle, c'est évidemment la protection de soi, la connaissance de soi, l'amour de soi, qui va de pair avec l'amour de l'autre, évidemment. Est-ce que vous avez réussi à tuer la mère ? Ah oui, alors Tuer la mère, c'est le projet du 5e tome, puisque j'ai écrit déjà 4 tomes, des enquêtes d'Ella Matisse, qui sont des polars. Il y en a un aussi qui parle de Big Pharma d'ailleurs. Et alors tuer la mère, c'est un peu comme tuer le père. En psychanalyse, on parle souvent de tuer le père, mais on oublie de tuer la mère. Donc c'était en préparation avant le Covid, donc il n'y a plus qu'à écrire, mais il y a justement encore à écrire. Et ce qui était assez étonnant, c'est que je parle déjà du financement des ONG ou des associations qui semblent s'opposer sur le terrain face au public, mais qui en réalité sont financées par les mêmes. Donc là, c'était de montrer, et ça va être montré à la fois les organismes tels Pro-Life, qui sont financés de la même façon que ceux qui luttent pour l'avortement. Donc on a eu l'illustration, on l'a encore, pour ceux qui ont compris que c'est les mêmes qui financent à la fois la défense, notamment au niveau des énergies fossiles et au niveau, soi-disant, des énergies renouvelables. C'est astucieux. C'est diabolique ? C'est qu'une histoire d'argent. Seulement, vous pensez ? Qui dit argent dans le sens de pouvoir. Dans le sens de pouvoir et de décider, ça va être dur ce que je veux dire, mais de décider de qui doit vivre et qui doit mourir, je pense. C'est ce pouvoir absolu de qui a le droit, alors qui a le droit de vivre, qui a le droit de mourir. Ouais.
Si j'ai bien compris, ce prochain livre ne sera pas écrit en écriture inclusive. Oh. Alors, ce qui est quand même extraordinaire, j'étais à la FNAC tout à l'heure, moi je pensais que écrivain, auteur étaient des termes épicènes, c'est-à-dire comme journaliste, comme philosophe. C'est-à-dire, quel que soit le genre qui est mis, c'est le même mot. On a vu que maintenant on a écrivaine, et alors auteur, on a auteure qui est devenue autrice. Donc avant tu disais un auteur, l'auteur n'avait pas de sexe, c'était un auteur. On s'en moque que ça soit un homme ou une femme. Et maintenant, donc pour mettre de l'inclusif, en fait, tu divises, donc tu crées autrice, et maintenant tu fais auteur-pointrice. Et voilà, là, c'est inclusif. C'est-à-dire que, soi-disant, pour inclure, tu as d'abord divisé des choses qui n'étaient pas divisées. En plus, c'est complètement illisible. L'écriture inclusive, c'est une idéologie qui n'a rien à voir justement avec l'union des gens. Pour moi, ça me fait penser aux précieuses ridicules, en réalité. Je continue à dire, donc là, normalement, j'ai un livre qui doit sortir. Là, c'est sur un essai, donc par rapport à l'écologisme, mais j'ai dit... Je suis auteur, je suis un auteur. D'ailleurs, j'ai un article qui écrit comment je suis devenue philosophe. Et j'avais marqué « devenu U ». Et je me suis aperçue que les gens pensaient que j'avais fait une faute d'orthographe, donc j'ai rajouté comment je suis devenue un philosophe. Parce que pour moi, c'est un genre grammatical qui n'a rien à voir avec la personne qui écrit. La personne qui écrit, pour moi, elle n'a pas de sexe, ou elle a tous les sexes possibles, j'en sais rien, mais elle n'a pas d'âge non plus. Je compare toujours avec l'âge parce que c'est plus facile pour les gens de comprendre qu'il n'y a pas de rupture ou qu'on est dans une continuité. Donc vous ne serez pas auteurice? Non, je ne serais pas, bien que grammaticalement c'est plus correct que auteureux. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que donc, quand j'avais préparé l'essai sur l'identité de sexe, j'étais avec des scientifiques dont l'une avait pris le terme auteureux. Mais j'ai dit, je comprends pas. Tu fais tout un travail qui était aussi sur des neurosciences qui explique qu'il n'y a pas une division binaire au niveau du cerveau entre les humains. Et toi-même, tu dis le contraire puisque tu te présentes en tant qu'auteur. Oui, mais elle me dit oui, mais ça se prononce pareil. Mais je dis, je comprends pas, c'est pas logique. Mais à la rigueur, autrice, j'ai pas dit auteurice. Hein. Autrice, ça existait au XVIIe siècle et c'est tombé en désuétude. On pourrait imaginer le ressortir. Oui, à partir du moment où il n'y a pas un point au milieu qui vient scinder le mot. Alors moi, ce qui me pose un problème, c'est que tu ne regardes pas de la même façon un ouvrage si tu penses qu'il est écrit par une femme ou s'il est écrit par un homme. Ah, ça crée un biais. Ça crée un biais, effectivement. Et mon idéal, c'est que tu lises un ouvrage, quel que soit le sexe de l'auteur, quel que soit son âge, quelle que soit sa formation. Que tu puisses savoir, alors ça c'est jamais neutre, mais que tu puisses sortir de ce distinguo-là. Ce que tu veux dire, c'est que le message est plus important que le messager. Ben oui, même si le messager, ce que tu vas toucher, c'est ça, ou ce que tu vas ressentir, c'est la confiance par rapport à ce que tu as déjà lu, le plaisir ou le déplaisir que tu as eu à l'entendre ou à le lire. C'est ça pour moi qui prime. Encore une fois, nous sommes dans des sociétés et nous-mêmes, et moi en premier, on a aussi notre propre stéréotype, surtout s'ils sont inconscients, s'ils n'ont pas été regardés. Donc on va se faire une idée fausse avant de vraiment lire ou écouter la personne. Donc plus c'est neutre, il faudrait presque qu'il n'y ait pas l'auteur inscrit dedans. Voilà. D'ailleurs, une de vos lettres ouvertes, j'invite les lecteurs à aller consulter les lettres ouvertes, est adressée à Badinter. Ah oui. Elisabeth. Alors Elisabeth Badinter, alors déjà, ça permet aussi... il peut pas m'être accusé demain quand on pourra avoir fait passerelle et sortir quand même d'un côté entre les gens qui ont compris ce qui se passe et les autres qui continuent à croire, notamment les médias, on va dire médias subventionnés.
Donc j'espère que on va se réunir. Moi j'avais plutôt un côté, une sensibilité politique que je croyais être de gauche quand je croyais qu'il y avait de la gauche. Hein. Bon. Donc Elisabeth Badinter. Elisabeth Badinter, j'ai lu son livre L'un et l'autre, donc EST. Quand j'avais 17 ans, et ça correspondait exactement à ma conception de l'homme et de la femme. Voilà. Donc cette non-division tranchée avec des oppositions. C'est quand même, donc en tant qu'historien surtout, c'est là où elle m'intéressait, et je l'ai contactée aussi quand j'avais écrit l'essai sur l'indifférenciation. Donc c'est pour ça que donc la lettre ouverte, elle montre le courrier que je lui avais écrit. Je trouvais que c'était important aussi d'aller un peu plus loin que là où on en était, et aller un peu plus loin, c'était aussi se servir des recherches en sciences qui étaient là-dessus, notamment, donc tu parlais de Catherine Vidal là-dessus. Oui. C'est-à-dire qu'au niveau la philosophie se fait avec la science. Mais la science, elle n'est pas vérité. Par rapport à l'écologisme aussi, quand le livre sortira, c'est vraiment comprendre que la science ne peut vous dire ce qu'elle a à faire. C'est pas un mode d'emploi pour vivre, et c'est certainement pas un ordre à suivre. C'est mouvant. C'est mouvant en fonction des recherches qui sont faites, et puis aussi il y a quand même là aussi des biais, puisque une étude est financée ou n'est pas financée, elle est publiée ou elle n'est pas publiée. Donc ce qui est intéressant, c'est l'état d'esprit scientifique d'enquête, de recherche. C'est ça surtout qu'il s'agit de comprendre. Un autre auteur a marqué votre parcours, c'est Laurence Lacour. Ah. Une autre Laurence, avec notamment Le bûcher des innocents. Ouvrage qui vous a secoué. C'était sur l'affaire du petit Grégory. Vous voulez en dire 2 mots parce que... Justement, sur la justice, c'est fondamental. Son livre est extraordinaire. Hein. C'est d'une finesse, d'une méticulosité, où elle montre tous les ressorts. Donc elle, c'était une journaliste, je crois, d'Europe 2. D'ailleurs, elle a arrêté le métier de journalisme suite à ça, tellement elle a été choquée. Comment cet emballement médiatique a empêché, justement, on ne sait toujours pas d'ailleurs ce qui s'est passé aujourd'hui, donc je crois que c'est une affaire de 84, il me semble bien. On ne sait toujours pas qui a tué, on ne sait toujours pas les raisons. Et au niveau médiatique, alors là aussi, il y a eu 2 camps. Il y a eu ceux qui croyaient la mère coupable et ceux qui défendaient la mère, en tout cas qui disaient on ne sait pas, on n'a pas les éléments de preuve. Ça a été une folie cette affaire qui a illustré, en plus il y a eu un combat entre gendarmes et police. Ça a montré un naufrage complet de notre système judiciaire par rapport à ça, et comment, pour faire du feuilleton, il faut savoir aussi qu'au niveau des journalistes, ils avaient plusieurs noms. Donc tu pensais que plusieurs journalistes pensaient des choses identiques, en réalité c'était le même qui avait plusieurs pseudos. Ce qui était intéressant aussi de ce qu'elle m'a dit, que tous les journalistes qui avaient parlé de ça sont tous tombés très malades ou sont morts de ça, parce que ça a soulevé un tel stress. C'est une affaire qui est très intéressante à lire, parce qu'on voit comment on construit du faux, comment on construit de la propagande. Ça, de toute façon, il y aura toujours, hein, c'est comme les imposteurs en sciences, il y aura toujours, puisque sur la conférence que j'avais faite, je parlais déjà de Ptolémée, donc là, il y aura toujours. Donc il ne faut pas dire que demain, on va être dans un monde idéal où il n'y aura plus d'imposteurs, où il n'y aura plus de fausses sciences, où il y aura des médias forcément que d'informations, etc. Ça, c'est... Mais voilà, moi, ce livre, donc je l'avais rencontré, Laurence Lacour. D'autant que j'étais, un de mes sujets qui me fascine, c'est la vocation. Et c'était quelqu'un qui avait la vocation d'être journaliste, et qui a tellement été démolie par cette affaire qu'elle a dû rompre avec cette vocation. Et à partir du moment où tu romps avec une vocation, tu rentres dans une espèce d'errance. Et je me servais de ce que j'avais compris d'elle pour en faire un personnage qui était tombé dans une situation de précarité. C'est pas elle, hein, mais voilà, c'est pour ça aussi que je voulais la rencontrer, puis que j'ai lu après son livre qui a un éclairage très particulier sur l'affaire Grégory, très, très particulier, très précis, très unique.
que j'invite à lire là-dessus. En fait, elle a été très déçue par le manque d'éthique dans ce métier. T'es une jeune journaliste qui démarre, qui croit que tu vas apporter par ton information une forme de liberté, ou en tout cas une conscience de ce qui se passe, et qui a vu surtout cette cabale contre la mer. L'idée, c'était faire de l'argent, pas forcément rechercher la vérité. Alors faire de l'argent ou faire du buzz, on disait pas buzz à l'époque. Il y a eu un emballement qui s'est fait, et puis après chacun est resté dans ses camps, dans ces deux camps justement, à s'opposer. On n'était plus du tout dans l'affaire, de toute façon. L'affaire n'a jamais été, semble-t-il, vraiment traitée, puisque il y a encore récemment, je crois que c'est je sais plus, la grand-tante qui a été encore entendue. C'est une histoire sans fin, en réalité. Absolument. Et sordide. Et sordide, au possible. Parmi vos billets d'humeur, il y en a un qui se demande si Macron est un imposteur. En fait, Macron un imposteur, ça sera le titre du recueil. Donc je me suis engagée à écrire ces billets jusqu'au départ de Macron, donc normalement jusqu'en 2027. Pas sûr. Départ en tant que président. En fait, le but, c'est de transmettre aussi aux nouvelles générations, à ceux qui n'auront pas vécu, pour comprendre comment s'est produit au fur et à mesure la réduction des libertés. Donc comment au fur et à mesure ont été banalisés le fait qu'on réduise les libertés. Donc on connaît cette image de la grenouille qu'on met dans l'eau tiède et qui au fur et à mesure en chauffe. On a ça, d'ailleurs j'ai un billet d'humeur là-dessus par rapport à ça. Beaucoup l'ont utilisé, on comprend tout à fait. Ce qui se passe, c'est que la grenouille va plus sauter parce qu'elle s'est habituée à cet état, cette banalisation, aussi la banalisation du mal, la banalisation du liberticide. Donc de bien comprendre comment au fur et à mesure tout ça s'est mis en place, et finalement on s'est habitué à ça. Évidemment, ceux qui n'auront pas vécu, soit ils seront choqués par le fait de tout ce qui a été accepté par rapport au type de gouvernance que c'est devenu, soit, j'espère pas, ils seront rentrés plus bas. Écoute, on verra. Mais en tout cas, voilà, c'est faire œuvre de mémoire. Moi, j'estime que Emmanuel Macron, ce qui est important pour moi, c'est de montrer par des éléments factuels qu'il ne gouvernait pas. Enfin, en tout cas, il n'y avait pas c'est une non-gouvernance, une non-politique du pays. Et ça, c'est pas quelque chose que je dis, je le montre par les différentes déclarations qu'il fait, les différents discours qu'il fait, puisqu'il dit qu'il fait des discours, toutes les lois qui sont passées, qui sont validées, en plus souvent par décret. Là, on a le fait que la fameuse PPE 3, qui est imposée à chaque fois. Qui pour moi n'est pas justement de la politique, qui n'est encore moins un pays démocratique et même une république, parce qu'il faut quand même faire la différence entre une démocratie et une république. Une république, on donne quand même son pouvoir à des gens qui vont nous représenter. Mais même la république, on n'y est vraiment plus non plus, puisque est-ce que ces gens nous représentent, se pose la question aussi de ces gens qui ne viennent pas justement pour voter les lois, pour nous représenter. Ils n'ont pas de mandat impératif, donc une fois qu'ils ont le pouvoir, ils ne nous doivent plus rien. Ils nous rendent plus de compte. Oui, c'est comme si on avait signé un chèque en blanc, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc l'imposture, Emmanuel Macron, un imposteur, point d'interrogation. Moi, je laisse les gens, par rapport aux éléments que je donne, à décider de ce qu'ils en pensent. C'est aussi dans l'idée de faire passerelle, parce que je ne veux pas convaincre à tout prix, je veux que ça puisse, que ceux qui ont compris ça, qui le pensent comme ça, puissent le transmettre à d'autres qui ne l'ont pas vu comme ça, que ça puisse faire débat, que ça puisse créer une faille dans un système automatique de pensée. Voilà, c'est ça que j'aimerais que ça fasse, et ce public-là que j'aimerais toucher. Parce que ceux qui savent, finalement, il y a beaucoup de choses qu'ils ont compris, que parfois même ça leur donne, ça fait mal de se dire, on en est encore là, on n'est pas encore sorti de ça, mais il y a des gens qui n'ont pas encore compris, qui n'ont pas eu cette vitesse de compréhension, qui passent à côté. Donc peut-être un outil mais surtout pour les générations futures. L'imposture pour moi, c'est aussi d'avoir laissé entendre qu'on était en démocratie, il nous le dit souvent, qu'on était dans une république, que les choses étaient pour notre bien.
Donc voilà, c'est cette question-là que je pose. J'ai écrit un court texte par rapport à ça, qui est un avant-propos. Alors, on peut l'écouter. Et en attendant, je peux préciser aux spectateurs, pour ceux qui ne le savent pas, que si la grenouille ne saute pas de la casserole, elle finit par mourir ébouillantée. Et voilà. Voilà. Dans l'inconscience, puisque l'idée aussi, c'est donner la conscience de ce qui est, la conscience du terrain et la conscience de soi. Alors, attends, parce que j'ai un peu de mal. Alors, les personnes véritablement libres ne peuvent chercher à soumettre autrui. Et même, elles vivent mal la cohabitation avec ceux qui ne vivent que dans la soumission. En revanche, certains se font passer pour des êtres libres pour mieux soumettre ceux qui croyaient trouver liberté et indépendance auprès d'eux. Ceux-là ne sont pas libres, ils sont vides de tout sentiment pour autrui, vus comme des moyens pour se sentir exister. Qui crée cette dépendance viscérale aux autres qu'ils nient et les fait encore plus les maudire, à vouloir encore plus les soumettre, ce sont au mieux des imposteurs. Merci beaucoup. On peut le retrouver donc évidemment sur le site, puisque je présente le pourquoi de ce qui est au-delà des aphorismes maintenant, puisque désormais, alors d'abord ça avait été, c'est assez étonnant. Au début, je les avais lus c'était avant 2022. En me disant, avec tout ce que je vais lire, sans doute que... Et j'étais quand même... oui, alors après... Optimiste. Alors pourquoi Emmanuel Macron est revenu à la présidence? Je ne voudrais pas m'aventurer sur ce terrain. Bon. Mais je me suis dit, voilà, je vais lire tous ces billets et que ça soit diffusé sur YouTube. Bon, ce qui fait qu'avec le deuxième mandat d'Emmanuel Macron, c'est devenu une saison 1. Après, j'ai fait des émissions qui s'appelaient Jeux politiques, qui étaient des capsules où je lisais la suite. Et puis après, ça a été publié par François. Et depuis un an, c'est repris en chronique, donc c'est mis à l'oral, c'est un petit peu différent, mais c'est basé sur les billets, donc pour Nexus, NRA, et j'ai fait la 12e chronique il y a quelques jours, donc un an de NRA. Saluons nos collègues Romain et Marc. Salut Marc, voilà. De Nexus, média indépendant, excellent. Comment vous vous êtes rencontrés d'ailleurs ? Marc, ça fait longtemps qu'on s'est rencontrés. Je crois que la première fois que je lui ai proposé qu'on fasse une collaboration, c'était lors de la première fête de Mike. De Géopolitique Profonde. Qui n'était pas encore Géopolitique Profonde à l'époque, qui était encore à l'époque de Gérard Info. Et il débutait sa collaboration avec Géopolitique Profonde, donc Franck Pengam. Et d'ailleurs, il en parlait, c'était vraiment au tout début. Et à l'époque, Marc disait oui, mais moi j'ai besoin d'un monteur, mais aussi, enfin, il n'avait pas trouvé pour la technique, donc il était déjà pour Nexus, puisque je crois que c'est 2017. Mais il avait fait quelques émissions comme ça, vidéo, mais bon. Et donc moi je lui dis, écoute, voilà, sur l'écologisme, j'étais déjà là-dedans, j'aimerais bien faire quelque chose. Et d'ailleurs, je pense que ça va se faire prochainement, mais bon, on en parlera à ce moment-là. Et donc ça date de décembre 2022. Et on s'est revus plusieurs fois. Et puis un jour, donc NRA, je crois bien que ça date de octobre 2025. Donc c'est assez récent. NRA, ça veut dire Nexus refait l'actu. Ouais. À force de dire NRA, j'oublie que c'est le problème des acronymes. Donc voilà, et je lui dis écoute, en fait je l'ai revu lors du congrès, enfin de la réunion qu'avait fait Philippe Murer l'an dernier. Et je dis qu'est-ce que t'en penses si je faisais la lecture des billets d'humeur? Parce qu'encore une fois, les billets d'humeur sont écrits et de façon littéraire. Je trouve que c'est très important d'avoir un style bien écrit, avec un vocabulaire et aussi très sourcé comme un travail journalistique. Je n'avance pas les choses et ça, c'est venu aussi avec ma collaboration avec François où c'était important que tout soit sourcé, de pas... Bon.
Et voilà, et il me dit, ah bah tiens, oui, pourquoi pas. Donc on a commencé comme ça, donc en février 2025, cette collaboration mensuelle pour l'instant par rapport à ces billets. Vous y êtes une fois par mois, au début du mois, au milieu, ça dépend? Et alors écoute, ça a un peu changé, mais c'est plutôt, au début c'était plutôt à la fin du mois. Là, c'est plutôt au début du mois prochain, ça dépend, c'est assez variable, mais à chaque fois, c'est toujours le mois d'avant, parce que je pense que c'est important de faire un récapitulatif pour savoir dans quelle autre période l'on rentre. La dernière parlait de Macron. Alors, la dernière, c'était, je me suis servi des vœux de Macron. Donc, qui nous fait un discours. Revenons sur cette notion de discours et d'analyser par rapport à son discours, de faire un droit de réponse et de voir ce qui se passe dans la réalité. Je vous invite soit à lire, soit à regarder sur les chroniques que je reprends d'ailleurs sur mon YouTube. La différence entre ce qu'il nous dit, donc il protège les agriculteurs, il protège les enseignants, il protège les jeunes, et on voit la réalité des chiffres et des informations que l'on trouve même dans les médias subventionnés, les médias officiels. Puisque les billets, je les écris aussi en confrontant ce que j'ai sur le journal Le Monde, que j'ai en widget, et ce que j'ai sur Twitter, etc. Donc, d'ailleurs, j'ai parfois des versions qui se contredisent. D'ailleurs, là, en ce moment, sur le salon de l'agriculture, j'ai quand même un fleuron de contradictions, notamment pour expliquer la non-présence des vaches. Il y en a, évidemment, le Monde pense que c'est pour protéger et empêcher la contamination, et a oublié que c'est un boycott. C'est intéressant d'avoir les deux d'ailleurs. Donc, partir d'un discours, d'ailleurs, je pense que je vais continuer à développer ça, ces notions de discours et de confronter avec ce qu'on vit réellement. Pour peut-être amener les gens à prendre conscience de leur terrain, de ce qu'ils vivent, et ne pas écouter et dire si c'est dit à la télé, si c'est dit à Internet, c'est que c'est vrai, ou si l'IA le dit aussi, c'est que c'est vrai. Donc, finalement, vous faites de l'investigation. Oui, j'espère qu'on va tous amener à faire de l'investigation, c'est-à-dire de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qui est donné, tout ce qui nous est pris comme si on devait croire sur parole. Mais encore une fois, peut-être c'est aussi ça la philosophie. Bien sûr. Ça fait partie. Ça fait partie de la sagesse, qu'il n'y a pas une vérité une fois pour toutes, que les choses sont changeantes, et d'accepter le principe même de l'incertitude qu'est la vie. Mais ça ne veut pas dire, c'est ça, tiens, il y a un aphorisme que j'ai, parce qu'en fait dans le dernier livre qui j'espère va bientôt sortir, sur chaque partie j'écris un aphorisme surtout, de ne pas confondre normalement les conditions de vie qui seraient mises au niveau d'une juste gouvernance permettraient de nous mettre dans un monde certain, dans un monde sur lequel on peut s'appuyer pour se projeter, tout en justement vivre le fondamental de l'incertitude de la vie. Très bien. Bon, l'essentiel, c'est qu'on puisse travailler du ciboulot et ne pas avoir Alzheimer précoce. Oui, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin d'avoir la maladie pour que... Alors, ce qui est très intéressant dans la mémoire, c'est que paradoxalement, on a besoin d'oublier pour continuer à avancer. Il y a un juste dosage sur tous ces éléments, c'est-à-dire savoir, je ne vais pas refouler, mais en tout cas, mettre dans un coin certains éléments pour justement enregistrer du nouveau et avancer. C'est-à-dire que la mémoire, ça ne veut pas être une accumulation de choses. C'est important de savoir oublier certains événements, quitte à savoir y revenir. D'où l'intérêt de l'écrit, en fait, qui permet de revenir quand on veut. Moi, par exemple, souvent, avant de démarrer un billet d'humeur, février, je revois ce que j'ai écrit des février des mois précédents, et notamment, par exemple, les salons de l'agriculture précédents, puisqu'on est là-dessus, et je m'aperçois que j'ai oublié, tiens, par exemple, en janvier 2025, j'ai oublié ce que j'ai expliqué dans la chronique, que porter un bonnet jaune risquait de te mettre en garde à vue.
C'est-à-dire qu'on a besoin quand même d'oublier pour continuer. Mais c'est un oubli où l'on peut retrouver les événements. Donc c'est une mémoire, mais c'est une mémoire qui est stockée. Donc on sait où on peut retrouver sans non plus s'en encombrer. Donc la mémoire, elle est bien quand elle peut se fermer pour se réouvrir sur des nouvelles expériences. D'ailleurs, une citation qui dit « La culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié ». Voilà. Prochaine chronique chez Nexus, c'est bientôt? Écoute, j'ai passé hier à la préparer. Alors déjà, avoir tous les éléments. En fait, au niveau de mes billets, donc avant que ça soit une chronique, pendant le mois qui s'écoule, je mets de côté tout ce qui se passe, donc que ce soit d'ailleurs sur le Monde, sur Twitter, etc. Et hier, pendant 2 jours, en général, je rassemble tout ce que j'ai mis pour trouver en fait un fil conducteur, hein, pour qu'on voit une émotion, on voit une atmosphère, puisque ce sont des billets d'humeur. Alors, je ne dis pas tout. D'abord parce que, est-ce qu'informer, c'est tout dire ? On fait aussi un tri. Est-ce qu'il y a aussi des choses qu'on ne veut pas dire parce que je veux quand même rester sur une tonalité stimulante, donc pas enfoncer les gens. D'ailleurs, c'est pour ça que depuis, je crois, 4-5 chroniques, à la fin, je chante. Donc j'ai déjà choisi la chanson que je ferai pour, comme dit Beckett, quand on est dans la merde jusqu'au cou, il faut chanter. Il ne reste plus qu'à chanter. Donc parfois, et souvent, c'est très lourd. Donc pendant ces 2 jours, 3 jours de synthèse, etc., je dois dire que je me sens chargée et je ne veux pas transmettre cette charge. De ça, je veux en faire quelque chose de créatif, d'intelligible, tout en comprenant le sous-texte de ce qu'on nous impose aussi. C'est un équilibre à trouver, c'est-à-dire sans charger, mais pas non plus être dans tout va bien, Madame la Marquise. Voilà. Et après, donc, il y a l'écriture proprement dit, il y a les images, il y a les liens. Et pour en faire la chronique, il y a beaucoup d'images, puisqu'en fait, tu as vu la dernière fois, avec Marc, on parle à chaque fois de l'image, ce qui donne un certain rythme. Voilà. Donc c'est beaucoup de travail. Et dans l'idée, c'est que ça soit digeste, hein, et que ça informe aussi de ce qui se passe, tout en donnant des outils pour être acteur politique. Je suis toujours dans cette notion d'être acteur politique. Et alors, idéal, c'est que ceux qui savent déjà souvent puissent à leur tour donner des outils à ceux qui se posent des questions, ou ceux qui croient encore mais qui se disent quand même là ça va trop loin, ou voilà. J'espère que ça puisse servir de ça, plutôt de créer, comme on a dit tout à l'heure, hein, l'idée c'est de rassembler les gens, de faire passerelle. On ne peut pas continuer avec un monde où on est 2 populations qui vivons sur une autoroute parallèle. Ça, c'est accepter tout et n'importe quoi, et puis la violence. Hein. Bon, on a vu là comment est instrumentalisé un lynchage d'un militant. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais toujours est-il, c'est qu'on arrive à trouver déjà des coupables avec une étiquette, avec des victimes avec une autre étiquette. Oui. Que s'est-il passé réellement? On ne l'a pas, l'information, en réalité. Ils ne sont pas divisés. Ils ne sont pas divisés, ouais. Un grand merci, Laurence Vaquy. Merci Stéphanie. À bientôt sur Nexus. À bientôt, oui, sur Nexus notamment.